Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier talk de la CRC de Paris sur la réforme européenne de l'audit que certains appellent déjà la REA. Alors pourquoi ce thème de la réforme européenne de l'audit ? Bien, premièrement parce que cette réforme aura des impacts dans notre organisation professionnelle, aura des impacts dans nos pratiques professionnelles du commissariat aux comptes, à la fois, bien évidemment, naturellement sur les mandats EIP avec le nouveau texte du règlement, mais aussi sur tous les autres mandats non EIP, avec des conséquences que nos différents intervenants vont vous expliquer dans les minutes qui viennent. Ensuite, le texte et l'application de cette nouvelle réglementation va devoir débuter à partir du 17 juin prochain, donc c'est-à-dire dans 2 petits mois. Et il est important de pouvoir vous expliquer déjà comment ça va se passer. Et je vous rappelle qu'il y a sur la transposition, il y a 3 volets. Il y a un premier volet qui vient de se terminer avec l'ordonnance du 18 mars dernier, qui est le volet législatif. Celui-ci, il est fait. Ensuite, il y a 2 autres volets qui sont en cours d'écriture. Le deuxième volet, qui est la partie réglementaire, et c'est une partie très très importante justement pour déterminer toutes ces règles. Et puis il y a un troisième volet qui nous concerne plus, nous, compagnie régionale, avec le lien avec le superviseur, avec le H3C, qui est la partie des conventions de délégation. Et donc nous avons voulu, et c'est l'objet de ce talk, nous avons voulu justement, même si on est encore dans une partie d'implémentation, puisqu'on voit bien qu'il y a encore des choses à faire, nous avons voulu, avec les élus de la CRC de Paris, vous donner déjà un maximum d'informations, bien évidemment sur la partie législative qui est certaine, pour justement vous aider dans l'appréciation de cette réforme. Et nous aurons, au niveau de la CRC de Paris, nous aurons différents rendez-vous, et vous en parlerons un peu plus tard, différents rendez-vous tout au long de l'année 2016, justement pour vous aider, vous professionnels, à vous acclimater avec cette nouvelle réforme, ces nouvelles dispositions, et aussi à vous aider dans l'exercice de votre profession. Encore une fois, c'est le rôle qu'on s'est fixé avec l'ensemble des élus de la compagnie. Voilà, et sans plus tarder, je vais laisser la place à Nathalie Lutz, qui va être l'animatrice de ce premier talk de la CRCC. Merci Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Honoré d'initier cette nouvelle forme de communication de la CRCC de Paris. Sans plus tarder, je vais vous présenter les 3 intervenants qui vont répondre à vos questions. Tous sont des confrères qui ont beaucoup œuvré dans le cadre des négociations de cette réforme en amont, notamment sur le maintien du co-commissariat aux comptes en France, donc une spécificité française. Par ordre alphabétique, Frédéric Burban, vice-président délégué de la CRCC de Paris. Jean-Marc Fleury, commissaire aux comptes. Et Stéphane Marie, président de Option Initiative Audit. Donc, depuis le début de la communication donc, sur ce talk, nous avons reçu de nombreuses questions et nous avons pris la liberté de les regrouper par thématique pour rendre le sujet plus compréhensible. Et donc, de ces questions sont ressorties 5 thématiques que sont le périmètre des mandats concernés par la réforme, l'appel d'offres, la rotation des associés et des cabinets, les services non audits et enfin la régulation de la profession et la discipline. Donc si vous le voulez bien, nous allons commencer à répondre aux questions de nos confrères. Donc sur la première thématique, le périmètre des nouveaux mandats, la première question c'est quelles sont les entités qui entrent dans le champ des EIP ? On va planter le décor. Jean-Marc. Alors le champ des EIP a effectivement évolué. Bien entendu, nous avons les sociétés cotées sur un marché réglementé. Nous avons dorénavant les banques et les entreprises d'assurance. Dans les entreprises d'assurance, il faut compter les mutuelles, les institutions de prévoyance,
les compagnies d'assurance, les mutuelles d'assurance. Ont été exclues les mutuelles qui sont substituées ou intégralement réassurées. Et puis le texte cite un certain nombre d'autres structures qui sont soit des entités de groupes mutualistes dont je passe la liste, soit des holdings détenant elles-mêmes des établissements de crédit ou des sociétés cotées. Et donc, on entend beaucoup de confrères dire que la réforme de l'audit ne concerne que les EIP. Donc, certains nous posent la question, en quoi mon cabinet non-EIP est-il concerné par la réforme ? Alors, les cabinets non-EIP sont vraiment concernés par la réforme, ça fait aucun doute. Je prends vraiment mon anti-sèche parce que le nombre de sujets est absolument impressionnant. Premièrement, il y a l'organisation du cabinet. Tous les cabinets vont devoir mettre en œuvre des procédures et des stratégies pour garantir la non-intervention des propriétaires dans la gouvernance du cabinet et, d'une façon générale, ne pas compromettre l'indépendance et l'objectivité des commissaires aux comptes. Ils vont devoir mettre en place une administration et une comptabilité saine, le contrôle et la protection de leur système de traitement de l'information. Ils devront s'assurer que les employés disposent de connaissances et d'une expérience appropriée. Ils devront s'assurer de la prévention, de la détection, de l'élimination et de la gestion des risques pesant sur l'indépendance, la formation, l'encadrement et le contrôle de l'activité des employés, l'existence de procédures d'audit, l'organisation des dossiers d'audit, l'existence d'un système interne de contrôle qualité évalué annuellement en termes d'adéquation, d'efficacité et de mesures correctrices. Ils devront assurer la continuité et la régularité des activités d'audit légal. Et les politiques de rémunération devront être appropriées pour garantir la qualité de l'audit et notamment ne pas prendre en compte les revenus tirés des activités non audites. Premier gros thème. Autre thème, c'est l'organisation des dossiers. Un associé principal devra être nommé sur chaque dossier et les dossiers devront comprendre un certain nombre de mentions obligatoires, parmi lesquelles une trace de tout manquement à la directive ou au règlement, les demandes et les conseils reçus d'experts externes, les données de base sur les clients, bien entendu. Les dossiers de contrôle devront être clos dans les 60 jours après la signature du rapport. Et toute réclamation écrite relative à la performance de l'audit devra donner lieu à une trace dans le dossier. Autre grand thème, c'est l'introduction des normes ISA, qui, après approbation de la Commission européenne, vont s'imposer à tous les professionnels. C'est l'introduction d'un concept anglo-saxon du scepticisme professionnel, alors qui se rapproche bien sûr de l'esprit critique que l'on connaît, mais qui est défini de façon plus fine comme étant une attitude caractérisée par un esprit critique attentif aux éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à une erreur ou une fraude, et qui donne lieu à une évaluation critique des éléments probants pour l'audit. En ce qui concerne l'identification des anomalies significatives et en particulier en ce qui concerne les évaluations de juste valeur, de dépréciation d'actifs, de provisions et des flux futurs de trésorerie pour l'appréciation de la continuité d'exploitation. Autre rubrique, le rapport d'audit, qui va évoluer en particulier parce qu'une rubrique concernant la continuité d'exploitation va y être ajoutée. Et puis pour terminer, on introduit de façon légale l'ANEP 600, avec l'obligation finalement de superviser, de contrôler et d'évaluer tous les travaux des auditeurs qui sont dans le périmètre de consolidation. Donc la réforme de l'audit concerne bien les non-EIP. Enfin, il y a quand même déjà pas mal de choses que nos confrères ont déjà mis en place. Si on rentre un peu plus dans le détail, il y a une question fréquente qui est revenue, c'est est-ce que les associations faisant appel public à la générosité, donc les ex-AGP devenus APG, donc rentrent dans le domaine des EIP ? Alors, les APG ex-AGP vont avoir un statut un petit peu hybride parce que, d'une part, elles ne sont plus EIP, mais d'autre part, elles vont être soumises à certaines contraintes caractéristiques des EIP, et en particulier la rotation des associés au bout de 6 ans et le contrôle qualité direct du H3C. D'accord, donc les AGP, les APG ne sont pas des EIP, mais malheureusement ont cette obligation de rotation des associés au bout de 6 ans, comme les EIP. D'accord. Une autre question qui revient, c'est je suis commissaire aux comptes d'une mutuelle livre 2. Quelles sont les conséquences de la réforme ? Alors, ma mutuelle est donc devenue une EIP
Et je dirais que si je suis déjà commissaire aux comptes de cette mutuelle, la conséquence principale, c'est que je vais devoir tourner en tant qu'associé, et puis ensuite, mon cabinet va vraisemblablement devoir tourner également. Ça, c'est la conséquence majeure, je dirais. D'accord. Stéphane, Oui, quelque chose à rajouter? Pardon? Quelque chose à rajouter? Oui, je crois que c'est effectivement une conséquence majeure et très novateur, parce que une des particularités des mutuelles, c'est d'avoir des situations où on est sans co-commissariat aux comptes et des situations de petites entités qui se trouvent donc rentrées dans un jeu de contraintes beaucoup plus grand qu'usuellement qui était visé par les sociétés cotées. Donc, pour les confrères qui ont des mutuelles, c'est avoir une rotation de son cabinet, avec des durées qu'on verra sûrement dans les questions qui concernent la rotation des cabinets, mais également la rotation des associés. Et là, on est dans un champ qui est d'application très proche, puisque la rotation des associés va être d'application immédiate, avec un délai toutefois qui a été accordé depuis peu au 1er janvier 2017, donc finalement de façon très proche, et avec des confrères qui peuvent être en situation d'exercer ces mandats depuis maintenant plus de 6 ans, et donc de devoir être en rotation sans pour avoir autant préparé cette rotation et d'avoir des associés qui sont à même de poursuivre les mandats au sein de leur cabinet. Donc c'est un enjeu très important pour les mutuelles en tout cas, comme pour les AGP, mais qui étaient déjà, elles, soumis à la rotation, donc les gens s'y sont beaucoup plus préparés. La deuxième thématique qui a fait l'objet de nombreuses questions, ce sont les appels d'offres. La question qui revient le plus souvent de manière générale, c'est justement, est-ce que les appels d'offres sont généralisés? Alors c'est une notion qu'on commence à bien connaître parce que depuis quelques années, on a ça dans notre paysage. Mais donc, est-ce que les entités non EIP sont concernées par les appels d'offres? Alors heureusement, non, les appels d'offres ne sont pas généralisés. L'appel d'offres est, entre guillemets, réservé aux EIP. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différentes étapes dans la vie du mandat où l'appel d'offres va apparaître ou ne pas apparaître. Premièrement, la nomination. L'appel d'offres pour être commissaire aux comptes d'une EIP est obligatoire au moment de la nomination. Deuxièmement, le renouvellement du mandat. Au renouvellement du mandat, l'appel d'offres n'est pas obligatoire. Troisièmement, le butoir. Le butoir, c'est au bout de 10 ans, où on va en parler tout à l'heure, on sait qu'on va devoir tourner. Et là, effectivement, si on veut dépasser, l'appel d'offres est obligatoire. D'accord. Et y a-t-il des circonstances qui amèneraient les commissaires aux comptes à ne pas être désignés, des incompatibilités? Alors oui, effectivement, il y a en fait 2 types de situations. La première, ce sont les incompatibilités légales, déjà anciennes pour un certain nombre d'entre elles, qui en fait résultent du statut antérieur du commissaire aux comptes lorsqu'il était lié à l'entité sous différentes formes. J'y reviendrai plus tard, donc je ne développe pas. Et puis il y a aussi les incompatibilités liées aux services qui ont pu être rendus en fait par le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes. Alors là, il y a deux situations. La première et la plus, on va dire, structurante, c'est le commissaire aux comptes qui a rendu en qualité d'expert comptable, par exemple, une mission de conception ou de mise en œuvre donc, du contrôle interne d'une EIP, et là, ou d'une non-EIP d'ailleurs. Et typiquement, dans cette situation, s'il a rendu cette mission au cours de l'exercice de nomination ou de l'exercice précédent, il ne pourra pas être désigné comme commissaire aux comptes. Puis il y a les autres situations, tous les autres services interdits en fait, qui sont assez proches du code de déontologie actuel et qui, eux, ne peuvent pas avoir été rendus au cours du même exercice que celui de nomination, puisque ça reviendrait effectivement au principe d'autorévision qu'on connaît déjà et qui est par définition interdit par la loi. D'accord. Un troisième thème donc, qui regroupe plusieurs questions concerne la rotation des cabinets des associés. Et notamment, ça s'applique à partir de quand? Donc effectivement, on a déjà évoqué un tout petit peu le sujet dans la question précédente sur la rotation. Donc parlons peut-être d'abord de la rotation des associés, voilà, et ensuite de la rotation des cabinets. Donc la rotation des associés est d'application à partir du 17 juin 2016, avec des mesures de tempérament assez courtes, qui permettent de mettre en application ces mesures de rotation à partir de l'exercice qui débute après l'exercice clos au 31 décembre 2016. Donc tout exercice qui commence à partir du 1er janvier 2017.
Comment mesure-t-on l'obligation ou pas l'obligation d'être en rotation? Donc en fait, il faut qu'à la date de mesure, donc au 17 juin, tout associé qui a déjà exercé plus de 6 années est en situation de devoir faire une rotation. Donc ça, c'est pour les associés. Et pour les cabinets? Donc effectivement, le corollaire de la rotation et la nouveauté de la rotation au niveau de la réforme, c'est quand même la rotation des cabinets. Donc au niveau de la rotation des cabinets, elle ne concerne que les EIP et pas les AGP qui arrivent dans la réforme par certains éléments, mais pas au niveau de la rotation des cabinets. Sur cette rotation, on est dans la situation qu'évoquait Jean-Marc au travers des temps sur lesquels les appels d'offres pouvaient arriver. C'est soit 10 ans si on est dans une situation où on est en mandat simple sans co-commissariat au compte, et 24 ans si on est en mandat de co-commissariat au compte. Lorsqu'on est en situation simple de commissariat au compte unique, il est possible, comme l'indiquait Jean-Marc, de pouvoir être renouvelé une autre fois au travers d'un appel d'offres pour un mandat complémentaire de 6 ans. Ce qui amène le terme de la rotation à 10 plus 6, donc à 16 ans dans ce cadre-là. Ensuite, donc là, c'est la réforme, je dirais, en marge courante. Il y a des mesures d'accompagnement de cette réforme et qui, là, dépendent de l'antériorité des mandats que l'on peut avoir à la date du 17 juin 2014. Hein, donc au moment où la réforme est entrée en vigueur et non pas le 17 juin lorsqu'elle rentre en application. Donc, au 17 juin 2014, il faut mesurer à quelle date était l'antériorité des mandats. Ensuite, en fonction de cette antériorité, avec trois seuils, plus de 20 ans, plus de 10 ans, moins de 10 ans. Moins de 10 ans, il n'y a pas de mesure de tempérament et on rentre dans les mesures marge courante. Dès lors qu'on a plus de 10 ans ou plus de 20 ans, il y a 2 mesures de tempérament. Plus de 20 ans, la rotation devient obligatoire à partir de 2023. C'est-à-dire qu'on a augmenté par rapport à la date de 2014 de 9 ans. Et si on a plus de 20 ans, c'est 6 ans, donc de 2020. Et là, on parle de nomination d'un cabinet, mais ça ne veut pas dire que tout mandat qui serait en cours n'est pas amené à être arrêté à cette date. Donc, ce qui peut amener des confrères à avoir des durées qui sont beaucoup plus longues que celles affichées, puisqu'effectivement, ils auront pu éventuellement être nommés avant ces dates 2023-2020. D'accord, donc il y a des règles générales, il y a des mesures transitoires, surtout donc bien insister de ce que je comprends sur la date de démarrage de la durée du mandat, c'est à partir du règlement de juin 2014 et non pas l'ordonnance de juin 2016. Donc d'ores et déjà, il faut inviter nos confrères à faire le calcul sur l'ensemble des mandats concernés par le périmètre de cette réforme. Alors peut-être juste une précision pour faire le calcul. Là, c'est la date à laquelle on va faire l'analyse, mais c'est à partir de quand on revient. Et donc là, il faut remonter l'origine de son mandat avec des éléments de singularité dans l'origine. Une singularité peut-être dans le cadre de sociétés cotées, c'est la date à laquelle la société est rentrée à la cote, et non pas l'origine de son mandat propre, mais c'est la date d'entrée à la cote qui donne date de démarrage. Et le deuxième point, c'est s'il y a eu des successions de sociétés ou des successions par fusion, etc., on revient à l'origine du mandat qui constitue l'ensemble économique tel qu'est la société de commissaire aux comptes à la date où on se pose la question. Donc bien étudier chaque cas, chaque mandat. La quatrième thématique qui vous intéresse dans les questions reçues concerne les services non audit. Alors, nouvellement appelé service autre que la certification des comptes, avec le bel acronyme SAC, et non plus SNA. Donc, la première question, c'est quand ces services autres que la certification des comptes vont-ils s'appliquer et les DDL vont-elles disparaître? Et quand? Les DDL meurent. Elles mourront le 17 juin 2016. Et donc, à partir de cette date, le nouveau système donc, des SAC, ou pour ceux qui avaient suivi un petit peu la réforme des SNA, va entrer en vigueur.
Donc c'est d'application immédiate. Et là, pour le coup, on est sur l'ensemble du périmètre des acteurs économiques et donc l'ensemble des mandats sur lesquels interviennent les commissaires aux comptes, qu'ils soient EIP ou non EIP. D'accord, mais alors, donc, on parle de services autres que la certification des comptes, mais alors, on parle de quoi au juste? Et surtout, en quoi ça se différencie des DDL? Absolument. Donc, on est dans une analyse qui est inversée. Dans les DDL, tout ce qui n'était pas expressément autorisé était interdit. Donc on parlait d'une liste noire, une liste blanche on pouvait faire, et tout ce qu'on ne pouvait pas faire était interdit. Donc c'était la notion de liste blanche. On bascule dans un système qui est inverse, qui est maintenant la liste noire, qui est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc l'analyse que l'on doit faire, c'est d'abord s'approprier évidemment qu'est-ce qui est interdit, et ensuite se construire une grille de lecture pour savoir apprécier des situations qui ne rentrent pas dans le filtre qui était celui que l'on connaissait. Est-ce que je suis dans le cadre expressément prévu par une DDL ou pas? Donc, mais parfois la frontière est un peu ténue, donc c'est pas toujours facile de savoir où on se situe. Donc sur quel outil, une des questions c'est sur quel outil puis-je m'adosser pour savoir ce qui m'est permis de faire? C'est effectivement très très important, puisque faire quelque chose qui est interdit, c'est évidemment aller vers des possibilités de sanctions et d'agir de façon pas appropriée. Et je pense que c'est un des thèmes de la discussion qu'on aura. Donc comment analyser les situations? La première, c'est d'avoir bien en tête les basiques et les éléments sous-jacents qui permettent de conduire à l'arbitrage je peux faire ou je ne peux pas faire. Il y a 4 éléments sur lesquels on doit apprécier, à travers lesquels on doit apprécier la situation. Le premier, c'est l'autorévision. Est-ce que faire cette mission me met en autorévision? La deuxième, c'est l'immixtion dans la gestion. La troisième, c'est l'indépendance. Et la quatrième, c'est la matérialité de la mission. Donc il faut être capable d'analyser les différentes situations auxquelles le confrère sera confronté, de telle sorte de pouvoir apprécier. On est bien conscient, et je crois que dans les discussions qui a lieu au travers des différents groupes de travail auxquels j'ai pu participer, que cette analyse n'est pas si simple. Et qu'il est important que chacun puisse se prononcer à la fois au niveau du confrère, mais on le verra sûrement au niveau du comité d'audit, avec sécurité quant à la faisabilité de cette mission. Donc il est pour cela prévu au niveau de la compagnie nationale d'élaborer un guide qui puisse permettre aux confrères d'avoir une grille de lecture et des éléments d'appréciation par rapport à la situation dans laquelle il se trouve et la question qui lui est posée. Et quelle est la procédure d'autorisation de ces services, et cela diffère-t-il en fait des mandats, entre les mandats EIP et non EIP? Alors, là, on retrouve le comité d'audit. Je crois que c'est une des grandes nouveautés de la réforme, c'est que le comité d'audit joue un rôle important dans l'assignation des missions du commissaire aux comptes. Donc tout à l'heure, on a parlé des appels d'offres. L'appel d'offres est supervisé par le comité d'audit. Le texte donne énormément de, pardonnez-moi l'anglicisme, de guidance sur la façon de réaliser l'appel d'offres. In fine, c'est le comité d'audit qui va faire des préconisations pour le conseil d'administration et qui va motiver où va sa préférence. Et finalement, pour les services non audit, on retrouve la même idée, c'est-à-dire que pour les EIP, le comité d'audit va autoriser préalablement la mission complémentaire et va s'assurer que le plafonnement de 70% des honoraires tel que prévu par le texte n'est pas atteint. Donc je rappelle, l'idée est que quand on fait des services non audit, le montant ne doit pas dépasser 70% des honoraires du commissaire aux comptes sur le groupe. D'accord, mais ça c'est applicable donc uniquement pour les mandats EIP, la limite des 70%. Donc d'accord. Donc il n'y a pas de limite pour les mandats non EIP. Voilà, je pense que c'est une précision tout à fait importante. C'est qu'autant la suppression des DL couvre le périmètre EIP non EIP, le plafonnement de ces services ne couvre que le périmètre EIP. Et il y en est de même pour évidemment l'autorisation par le comité d'audit.
La thématique suivante, alors qui a fait l'objet de beaucoup de questions, qui semblent donc inquiéter nos confrères, est la thématique des interdictions et sanctions. Et la première question, Frédéric, que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont les règles qui s'appliquent à ma situation si je suis commissaire aux comptes signataire ? Alors, moi aussi, j'ai pris effectivement une note. Je fais comme Jean-Marc parce que le sujet est assez dense et surtout complexe. Mais le but, ce n'est pas de vous effrayer, mais plutôt de vous éclairer. Donc, je vais essayer de m'y employer. Alors, le commissaire aux comptes signataire, évidemment, lui, il va être exposé à toute faute disciplinaire qui relève bien d'un manquement aux conditions légales d'exercice, à une négligence grave, ou bien tout simplement à un fait qui va être contraire à la probité et à l'honneur. Alors, quelles sont, en fait, on va dire, les sanctions qui attendent le malheureux confrère qui sera en faute? Eh bien, la première, ce sont des sanctions pécuniaires qui ne sont pas ridicules, ou bien au contraire. Puisque les personnes physiques peuvent être astreintes jusqu'à 250 000 euros de condamnation pécuniaire, tandis que les personnes morales, donc les sociétés de commissaires aux comptes, elles vont être astreintes au maximum entre un montant d'1 million d'euros, s'il vous plaît, et sinon 1 an d'honoraire moyen du commissaire aux comptes. Je ne rentre pas dans le détail du calcul, mais voilà, 1 an d'honoraire. Ce qui, évidemment, est un montant significatif. Alors, évidemment, comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a aussi des interdictions qui peuvent en découler, qui frappent le commissaire aux comptes qui serait pris en faute. S'il est effectivement sanctionné, l'interdiction est de participer alors à la direction ou à l'administration d'une entité d'intérêt public ou d'une société de commissaires aux comptes, et ce, pendant une durée maximum de 3 ans. Avec, évidemment, en bonus, la possible inéligibilité professionnelle pendant une durée maximum de 10 ans, ce qui, effectivement, n'arrange rien. Alors, ça, c'est le cas en cas de faute disciplinaire. Évidemment, les sanctions sont lourdes. Vous pouvez le comprendre, et effectivement, elles ont un petit peu de mal, effectivement, à passer. Il y a aussi, évidemment, les autres incompatibilités classiques qui frappent le commissaire aux comptes, notamment la viduité qui donc intéresse tous ces mandats, lorsque en fait, il se trouve qu'il va quitter ses fonctions de commissaire aux comptes pour rejoindre une entité qu'il contrôle, ou qu'il a contrôlée. Là, évidemment, l'interdiction existait déjà, elle continue. Il ne peut pas occuper une fonction de direction ou un mandat social de cette entité-là pendant une durée de 3 ans. Et évidemment, s'il s'émancipe de cette interdiction, bien mal à lui, il se trouve dans un délit de non-indépendance qui peut le conduire à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Ouh. Ouh. Alors, le deuxième cas, je suis salarié ou associé de la société de commissaire aux comptes ou du commissaire aux comptes. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, là, le texte, effectivement, du coup, renforce considérablement, je trouve, les sanctions à l'égard, justement, des salariés ou associés qui ne seraient pas l'associé signataire du mandat. Alors, tout d'abord, et c'est dans la suite logique des choses, de ce qu'on connaissait déjà, les situations de manquement de ce salarié ou de cet associé aux règles sur les liens personnels, professionnels et financiers. Là, on vise évidemment les cas de détention de valeur mobilière du client, d'intérêt financier direct ou indirect. Direct parce que je détiens moi-même des valeurs mobilières de ce client. Indirect parce que l'un de mes proches, donc la famille proche, détient en fait de telles valeurs mobilières. Donc ça crée un lien de dépendance. Ça peut être aussi sous forme de parce que je participe à la négociation de tels instruments financiers. Alors là, effectivement, je suis en manquement à aux règles donc sur les liens personnels, professionnels et financiers. Et là, je vais effectivement avoir encore une fois la double peine. Alors, ce n'est pas la même que pour le commissaire aux comptes signataires, mais elle est quand même sévère, puisqu'en fait, pour les personnes physiques qui sont simplement salariés ou associés sans être signataires du mandat, la personne physique va pouvoir être condamnée à une sanction pécuniaire de 50 000 € maximum. Les personnes morales, pour elles, ce sera 500 000 €. Et assorti à ça une interdiction, en cas de manquement, donc interdiction de participer à la direction d'une entité d'intérêt public ou d'exercer des fonctions de commissaire aux comptes pendant, là aussi, 3 ans maximum.
Ça, c'est le premier cas de figure. Il est dans la logique continuité de ce qu'on connaissait déjà. Mais évidemment, ces sanctions, je dirais, sont nouvelles. Il y a un deuxième cas qui est pris en compte également. C'est le cas évidemment où en fait ce salarié ou cet associé se mettrait en opposition aux agents du H3C dans le cadre d'une procédure de contrôle ou d'enquête. Là, évidemment, c'est plus lourd, mais en fait, on retrouve en réalité des sanctions identiques. Pour les personnes physiques, 50 000 €. Pour les personnes morales, 500 000 € maximum de sanctions pécuniaires et une interdiction identique de participer à la direction d'une EIP ou d'exercer des fonctions de commissaire aux comptes pendant 3 ans au maximum. Donc les deux sanctions sont similaires pour ces deux manquements ou fautes. Et puis enfin, troisième cas de figure, on revient toujours sur ces délais de viduité. Et là, effectivement, on introduit quand même des choses nouvelles, puisque en fait, si moi, salarié ou associé, je suis un ancien membre de l'équipe de certification, bien qu'en n'étant pas signataire, mais que je suis inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, et que je quitte ces fonctions pour devenir mandataire social ou membre de l'équipe de direction en fait, de ce client, alors j'ai quand même une interdiction d'occuper ces fonctions pendant 1 an, donc à compter de la cessation de ma participation à cette équipe de certification. Cette interdiction s'applique non seulement à l'entité contrôlée, mais elle va s'appliquer aussi à toute entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article 233.3 du Code de commerce, c'est-à-dire c'est l'article qui vise le contrôle exclusif dans les règles de consolidation. Alors évidemment, quelle est ma sanction là également? Je retombe dans le délit de non-indépendance avec les mêmes peines d'emprisonnement et la même sanction d'amende que pour le commissaire aux comptes, c'est-à-dire 6 mois et 7 500 €. Et donc, quand même, pour rassurer nos confrères, enfin, je ne sais pas si on peut les rassurer, mais et pour rassurer les salariés ou futurs salariés, futurs collaborateurs de nos cabinets, donc ce que j'entends, c'est que ce qui peut être reconnu comme une infraction et donc punissable, c'est en lien avec l'indépendance. Uniquement l'indépendance et opposition au contrôle du H3C. Alors on a rien d'autre pour un salarié. En fait, toutes ces mesures visent effectivement à garantir l'indépendance du commissaire aux comptes et de son équipe d'intervention. Donc on va voir, et donc premièrement, donc, pendant la mission de certification, évidemment, l'indépendance qui est garantie par justement l'absence de lien financier ou l'absence d'obstruction au contrôle. Et puis, effectivement, lorsque ce salarié quitte ses fonctions dans l'équipe de certification pour rejoindre le client, là, effectivement, il faut qu'il fasse effectivement attention. S'il est inscrit en tant que commissaire aux comptes, bien qu'en étant salarié, mais inscrit en tant que commissaire aux comptes, il faut qu'il fasse attention qu'il a son propre délai de viduité d'1 an et il ne peut pas rentrer chez ce client ou dans le groupe en général puisqu'il y a toute une chaîne de contrôle. D'accord. Et alors, je crois qu'il y a des points novateurs dans cette réforme que sont les sanctions qui peuvent être infligées aux clients. Oui, donc, effectivement. Et une des questions, c'est je suis une EIP ou un mandataire social d'une EIP, qu'est-ce qui peut se passer pour moi? Alors ça, c'est un très bon exemple parce que effectivement, là, il y a toute une série effectivement de sanctions qui s'appliquent maintenant aux clients. Et donc typiquement aux EIP et à leurs mandataires sociaux. Alors le premier, en fait, et ça il faut l'avoir à l'esprit, effectivement j'ai envie de dire heureusement et malheureusement, c'est qu'en cas de manquement aux règles qui sont relatives au fonctionnement du commissariat aux comptes, alors c'est-à-dire les règles relatives aux services non audits qui sont autorisés, relatives aux modalités de désignation du commissaire aux comptes, relatifs à la durée maximum du mandat, relatifs au seuil, donc au seuil des 15% maximum ou au plafond de 70% des honoraires de services non audits, lorsqu'il y a un manquement qui est observé en la matière, non seulement le commissaire aux comptes va être sanctionné au titre de la faute disciplinaire qu'on a pu évoquer tout à l'heure, mais le client également en tant que mandataire social et en tant qu'EIP. Donc les sanctions pécuniaires pour commencer, pour les personnes physiques jusqu'à 250 000 €. Pour les personnes morales, on retrouve la même sanction que pour en fait, le commissaire aux comptes, c'est-à-dire la somme maximum entre, d'une part, un montant d'1 million d'euros ou les honoraires moyens, 1 an d'honoraires moyens donc du commissaire aux comptes. Au cours des 3 dernières années, je ne rentre pas dans les subtilités. 1 an d'honoraires.
parallèlement à cette sanction pécuniaire, une sanction, donc une interdiction, cette fois, de participer à la direction d'une EIP ou d'exercer des fonctions de commissaire aux comptes pendant 3 ans maximum. Alors, il y a le deuxième cas de figure qu'on a vu tout à l'heure pour les salariés du commissaire aux comptes, l'opposition, le cas d'opposition aux agents du H3C en matière de contrôle et d'enquête. Là, effectivement, on retrouve la même sanction, à savoir pour les mandataires sociaux ou l'EIP elle-même, pour les mandataires sociaux, personnes physiques, 50 000 € de sanctions pécuniaires, pour les personnes morales jusqu'à 500 000 €, et la même interdiction de participer à la direction d'une EIP ou d'exercer des fonctions de commissaire aux comptes pendant 3 ans, donc sanctions équivalentes. Je terminerai là aussi par effectivement toujours ces délais de viduité qui vont s'appliquer aux mandataires sociaux. Donc là, on serait dans le cas où l'ancien dirigeant ou salarié d'une entité, qu'elle soit EIP ou non d'ailleurs, devient commissaire aux comptes ou dirigeant ou associé de la société de commissaire aux comptes de cette entité. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, il a, en fait, cet ancien dirigeant ou mandataire social, il a, en fait, tout d'abord, l'interdiction d'être commissaire aux comptes ou associé dirigeant de cette société de commissaire aux comptes pendant un délai de 5 ans. C'est un délai qui existait déjà. Il s'applique à l'entité elle-même. Il s'applique aussi à toute entité contrôlante qui détient 10% ou plus du capital de l'entité historique, et également aux entités qui sont contrôlées par elle à plus de 10%. Donc on n'est plus dans les plus de 50% comme tout à l'heure, on est dans les 10%. Que se passe-t-il, évidemment, si en fait ce nouveau commissaire aux comptes s'affranchit des règles de la profession ? Cet ancien dirigeant d'entreprise qui devient commissaire aux comptes s'affranchit de ces règles. Il se trouve frappé par les fautes disciplinaires de tous les commissaires aux comptes. Il va se retrouver donc frappé par le délit de non-indépendance et la faute disciplinaire, sans parler évidemment, bien entendu, en fait, de sanctions pénales. Donc la sanction pénale, c'est le délit de non-indépendance, et la faute disciplinaire, eh bien, ce sont toutes les caractéristiques pécuniaires et d'interdictions que nous avons évoquées tout à l'heure. Donc on a parlé des mandataires sociaux, de la personne morale. Et si je suis directeur financier du client ? Alors là, je suis directeur financier. Je vais prendre le cas, je suppose qu'on prend le cas d'un directeur financier qui n'est pas un mandataire social, puisque sinon il serait évidemment frappé par le précédent exemple. Je pense que c'est un directeur financier qui est, on va dire, salarié, mais membre de l'équipe de direction. Donc, quelles sont les limites qui lui sont imposées ? Alors, lui, il a quand même beaucoup moins, effectivement, il a quand même beaucoup moins de situations de manquement, mais il en a quand même une, qui est le manquement aux règles relatives au délai de viduité du commissaire aux comptes. Autrement dit, s'il est considéré comme ayant participé à l'affranchissement des règles en matière de viduité d'un commissaire aux comptes qui n'aurait pas dû être désigné parce qu'il n'avait pas respecté le délai de viduité de 4 ans avant d'être renommé dans le cadre de la nouvelle loi, s'il n'avait pas respecté le délai de 5 ans parce qu'il était ancien dirigeant, etc., tous ces délais qu'on vient d'évoquer, alors il a là aussi des sanctions pécuniaires, ce directeur financier possible, qui sont donc de 250 000 € maximum, mais également une possible interdiction de participer à la direction d'une entité d'intérêt public, ou bien aussi d'exercer des fonctions de commissaire aux comptes pendant donc 3 ans maximum. Alors évidemment, il ne faut pas oublier également, parallèlement, le cas de viduité qui peut aussi le concerner, puisque en fait, il est, en tant que salarié de l'entité, frappé par la viduité, dans le sens où il ne peut pas devenir commissaire aux comptes ou être dirigeant ou associé de la société de commissaire aux comptes pendant le même délai de 5 ans que les mandataires sociaux qu'on a évoqués tout à l'heure, et bien entendu dans toute entité contrôlante ou contrôlée à plus de 10% par cette entité. Donc on s'aperçoit que tout ça, tout cet arsenal est lourd de conséquences pour tous les acteurs. Mais qui sera à l'origine des poursuites ? Alors, qui sera à l'origine des poursuites ? Alors en fait, le processus de sanction va démarrer en fait par une première étape. Alors je choisis volontairement cette étape, celle du rapporteur général. Le rapporteur général, en fait, va effectivement
lui, va procéder à une enquête. Qui va saisir en fait le rapporteur général? Alors en fait, il y a une multitude d'interlocuteurs possibles. D'abord, toutes les autorités de tutelle de type, alors le H3C bien entendu peut saisir, le président de H3C peut le saisir, le président de l'AMF peut saisir effectivement ce rapporteur général, le président de la CPR peut saisir le rapporteur général. Le président d'ailleurs de la compagnie nationale peut saisir le rapporteur général, ou un président de compagnie régionale de commissaire aux comptes peut saisir le rapporteur général. Et j'aurais peut-être oublié quelques cas, je crois qu'il y a aussi la Cour des comptes qui peut saisir donc le rapporteur général. Mais ce rapporteur général va ensuite, une fois saisi, va établir un rapport d'enquête qui va être ensuite soumis au H3C, et le H3C va ensuite instruire en fait de son côté, en formation restreinte, ce dossier pour décider de la suite à lui donner. Mais qui prononcera les sanctions? Alors, en fait, il y a un double mécanisme, parce qu'il y a un mécanisme où H3C peut travailler en formation restreinte, et puis un autre où il va saisir la commission, pardon, excusez-moi de ce lapsus, parce que malheureusement, effectivement, nous faisons la transition avec un sujet important. Il va saisir la commission régionale de discipline qui se substitue à nos chambres régionales de discipline actuelles. D'accord. Et alors, qui paiera, et l'assurance peut-elle s'appliquer? Alors, qui paiera, on l'a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure qui paiera, puisqu'on a vu que les sanctions applicables aux personnes physiques, elles seront payées par les personnes physiques. Les sanctions applicables aux personnes morales, évidemment, seront payées par les dites personnes morales, c'est-à-dire sociétés de commissaires aux comptes, EIP, selon les cas. Ensuite, en fait, est-ce qu'on peut assurer? Alors, et les salariés? Alors, les salariés sont des personnes physiques, donc qui paieront leurs sanctions. S'agissant de sanctions pécuniaires, leur prise en charge par un tiers, c'est sans doute quelque chose a priori d'assez compliqué. On imagine assez difficilement les assureurs couvrir des sanctions pécuniaires. C'est quelque chose qui est assez compliqué à assurer de leur côté, d'un point de vue légal déjà, ensuite d'un point de vue assurantiel. Donc je crains malheureusement que ces sanctions restent à la charge en fait des personnes concernées. Bon. C'est ma crainte. Bien. Donc on s'aperçoit que tout ceci est bien lourd, et on va pouvoir passer au sujet suivant qui est en lien, c'est les instances de régulation. Et la question qui est revenue plusieurs fois, c'est quel est le nouveau rôle du H3C? Alors, effectivement, si nouveau rôle il y a. Certainement. Il y a un rôle définitivement différent du H3C qui, au nom de la responsabilité finale qui lui est mis à charge par le règlement européen sur l'audit, lui le conduit à requérir davantage de prérogatives, ce qui va se traduire au moins à 3 niveaux. La première, c'est qu'évidemment, c'est en matière d'inscription. La seconde, c'est en matière de supervision de la formation des commissaires aux comptes. Et puis le troisième, c'est bien sûr en matière de contrôle qualité, puisque en fait, en matière de contrôle qualité, il va donc avoir une prérogative très large. Alors, évidemment, le règlement européen l'autorise et la profession française le souhaite, que le H3C délègue tout ou partie de ses prérogatives à la compagnie nationale et aux compagnies régionales. Donc c'est notre souhait le plus cher. Évidemment, de toute façon, le H3C n'a pas non plus des marges de manœuvre illimitées en la matière, parce qu'au nom de la responsabilité finale, il doit conserver certaines prérogatives. Il y en a une, par exemple, qui me paraît tout à fait évidente, c'est le contrôle qualité des entités d'intérêt public, qui va rester effectivement sous son égide, puisque par définition, c'est déjà son rôle aujourd'hui. On ne voit pas très bien pourquoi il reculerait en la matière. Ce qui est intéressant surtout de noter, je pense, c'est que dans le mode de fonctionnement du H3C avec la
profession, les relations vont évoluer. Alors, sans faire de plan sur la comète, on voit quand même que le règlement européen a imposé en fait une séparation complète de entre le H3C et la profession, puisque donc dans le collège du H3C ne peuvent plus siéger des commissaires aux comptes en exercice, comme c'était le cas jusqu'ici. Donc pourront siéger néanmoins alors 2 professionnels qui ont été commissaires aux comptes et qui ont cessé toute activité de commissariat aux comptes. Alors depuis 3 ans, je crois depuis 3 ans, pour donc pouvoir être éventuellement membre donc de ce collège rénové. Et alors du coup, que devient le rôle de la CNCC et des CRCC ? Bien, on le souhaite aussi plein et entier que celui d'aujourd'hui. Évidemment, c'est un leurre de dire qu'il sera identique. La profession va devoir s'adapter. Évidemment, on souhaite tous évidemment conserver les attributions qui sont les nôtres aujourd'hui, même si évidemment une adaptation me paraît inévitable compte tenu de des conventions de délégation qui sont en cours de rédaction. Donc elles sont en cours de rédaction et de discussion. Donc évidemment, il est de bonne loi de ne pas en parler à ce jour. Et que devient la commission régionale de discipline ? Alors justement, j'avais commencé à en parler. Alors les chambres régionales de discipline, en fait, telles qu'elles étaient organisées par les compagnies régionales, en fait, disparaissent sous cette forme, et en fait sont reprises beaucoup plus sous tutelle du H3C. En réalité, il va y avoir un membre de la profession dans chaque commission régionale, 1 sur 5. Inutile de dire que la profession va être très minoritaire dans les commissions régionales de discipline, et que c'est effectivement le H3C qui va effectivement beaucoup plus, on va dire, impulser en fait le fonctionnement de ces commissions régionales. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les nouvelles prérogatives du H3C. On voit que le rôle de la CNCC et des CRCC donc, est en discussion actuellement par le biais de conventions de délégation. Une question qui est revenue alors, sur une autre thématique, mais alors vraiment toute différente, c'est qu'en est-il de l'ouverture du capital des sociétés de commissaires aux comptes ? Je peux répondre aussi à cette question. Alors en fait, donc jusqu'ici, en fait, le capital des sociétés de commissaires aux comptes devait être contrôlé à hauteur de 75% des droits de vote, donc par des commissaires aux comptes inscrits. Et de même, il était de même pour les fonctions d'administration et de direction qui devaient être confiées à des commissaires aux comptes. Donc le pourcentage en fait de droits de vote est abaissé à 50%, donc plus une voix, c'est-à-dire majorité simple des droits de vote donc de la société de commissaires aux comptes, sachant que la majorité évidemment des fonctions d'administration et de direction doit rester entre les mains des professionnels. Très bien. On a fait un tour de l'ensemble des thématiques qui regroupaient les questions qui nous avaient été posées et en l'occurrence, on a eu d'autres questions durant le talk, mais qui ont été abordées. Est-ce que vous souhaitez aborder d'autres points ou d'autres spécificités, en plus de ce que l'on a déjà bien évoqué ? Je pense que ce qu'on a évoqué sur les sanctions est un élément important, mais il faut peut-être revenir à un sujet qui est finalement, ce qui, à mon avis, interroge fortement nos confrères, c'est qu'est-ce que ça change pour moi dans mon quotidien. Donc on l'a vu de manière ciblée sur certains aspects, à la fois EIP, non EIP, donc de bien avoir en tête que cette réforme qui a longtemps été considérée comme une réforme EIP ait aussi des implications non EIP. Et avec, je pense de façon qu'on n'a pas évoquée peut-être autour de cette table, qui est mes relations avec mon client. Dans l'intervention du comité d'audit, dans la notion d'appel d'offres, dans la façon dont est positionné le commissaire aux comptes, les relations que le commissaire aux comptes peut avoir avec son client vont évoluer. Et je pense qu'il est important
de modifier la façon dont on se positionne, de telle sorte à pouvoir épouser finalement ce que vont être les relations. Et je ne parle pas d'ici de relations en termes d'exécution de la mission, mais de relations en termes de comment je suis perçu par mon client et comment je gagne des nouveaux clients. Donc il y a des évolutions assez fortes qui vont être lentes, qui ne vont pas arriver comme ça, mais qui modifient de façon, à mon avis, assez substantielle dans le futur nos relations. Les questions arrivent. Les questions arrivent, enfin d'autres questions arrivent parce qu'on en a reçu pas mal. Certaines, est-ce que les sanctions pécuniaires ont des plafonds, sont plafonnées, mais ça, Frédéric, je crois qu'on l'a abordé à la fois pour les personnes morales et les personnes physiques, mais visiblement, comme elle arrive, peut-être qu'on peut réinsister sur ces plafonds. Alors pour les personnes physiques, donc comme j'ai pu le dire, en fait, les sanctions s'étagent entre 50 000 et 250 000 euros selon la nature de la personne et la nature en fait, du manquement. Hein, donc on a pu voir que pour par exemple les salariés, en fait, les sanctions des manquements étaient plutôt de 50 000 euros. Par contre, dès qu'il s'agit de mandataires sociaux de IP, on est plutôt à 250 000 euros. Et également pour le commissaire aux comptes signataire, personne physique, qui lui aussi va être sanctionné à hauteur de 250 000 euros. Et on voit qu'au contraire, quand il s'agit de personnes morales, donc société de commissaire aux comptes ou entité d'intérêt public, là, les sanctions vont être à minima de 500 000 euros, voire 1 million d'euros, voire 1 an d'honoraires, si effectivement, si c'est pertinent au cas d'espèce. Donc on voit effectivement des sanctions qui peuvent être effectivement extrêmement lourdes. Et alors, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais une question qui revient également, c'est si un salarié agit dans le cadre de ses fonctions, la sanction n'est-elle pas censée être prise en charge par la société ? Alors, alors objectivement, il y aura certainement des cas que la pratique va permettre d'observer pour cette question. Si je prends uniquement le premier cas, celui des manquements aux liens personnels et professionnels, il ne me semble pas qu'en fait un salarié doive se retrouver dans cette situation, puisque c'est de sa propre initiative qu'il aura acheté des actions ou qu'il se sera mis en lien avec l'entité ou à cause de son conjoint et pas à cause du commissaire aux comptes ou de la société de commissaire aux comptes. Dans le cas d'obstruction au contrôle du H3C, qui est le deuxième cas qui pourrait intéresser ce salarié, je pense qu'il appartient à chacun d'être aussi responsable de ses actes. Je pense qu'on n'est pas, c'est pas limité effectivement à ce scénario. Je pense que chaque personne, adulte responsable, doit aussi savoir effectivement que certaines choses sont de nature, sont de nature à être sanctionnées, donc de ne pas commettre de fautes ou de manquements. D'accord, bon, ça me semble précis. Alors, en termes de questions, je pense qu'on a fait le tour parce qu'on a des questions qui sont redondantes. Ainsi va s'achever ce talk. Je voudrais remercier nos 3 intervenants qui ont répondu le mieux possible à toutes vos questions. Je vous remercie aussi de votre attention. Et je voudrais vous rappeler que la compagnie de Paris met à votre disposition une permanence juridique qui est disponible du lundi au vendredi, dont le numéro normalement doit apparaître sur l'écran. En tout cas, je ne le connais pas par cœur, sinon je vous le donnerai dans le désordre. Je voudrais aussi vous dire que prochainement, sur le site de la CRCC, nous allons mettre en ligne une page dédiée à la réforme avec des cas pratiques, notamment on a parlé des mesures transitoires dans les rotations, avec des schémas, des textes et des articles qui vous permettront de mieux appréhender les enjeux de cette réforme sur l'exercice de notre profession. Et on essaiera de répondre au mieux à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas auprès de cette permanence juridique. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt aux prochaines réunions de ce type, de ce talk. Merci, au revoir.